mercredi 29 mars. Yorana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. La desserte maritime prend de l'essor. 9 navires sont attendus d'ici 2026. Les Rarumat Ay seront mieux desservis, les Australes aussi. Mais la main-d'œuvre qualifiée pourrait cruellement manquer. Les détails dans un instant. Les parents d'élèves s'inquiètent des mouvements de grève à répétition dans l'éducation nationale. Retard dans le programme scolaire. Les épreuves du baccalauréat peut être impactées. Nous les entendrons dans cette édition. La production de logements sociaux ou intermédiaires est insuffisante quand les besoins sont estimés à 20 000 environ. Les professionnels du secteur regrettent l'absence de politique. On en parle avec nos invités Tepuarori Ter Ithei pour le Tapurahwir Atira et Fa'ana Taputu pour le parti Haumaohi. Et enfin, un totem pour encourager les enfants atteints d'un cancer à une pratique physique régulière. Quelle pertinence? Réponse à la fin de cette édition. Le transport interîle se développe, je le disais, 9 navires navigueront dans nos eaux entre 2023 et 2026. Transport de passagers et de marchandises à destination des îles sous le vent et des Australes. De bon augure pour les habitants des archipels concernés, mais quid alors de la main-d'œuvre? Elle serait insuffisante sur le territoire selon les armateurs. Les explications de Caroline Fari et Patrick Sing Sing. 4 navires supplémentaires d'ici 2026 et le trafic interîle s'intensifie. Parmi eux, l'Aranoa, un cargo mixte, comme son jumeau l'Aranui, desservira les Australes, y compris Rapa, à raison de 16 voyages par an. Un potentiel touristique intéressant pour son armateur, mais qui dit nouveaux bateaux dit nouveaux équipages, et là, le problème se pose. C'est une contrainte réglementaire. Tout navire ne peut pas prendre la mer s'il n'a pas le minimum d'équipage qui est prévu. Donc ça va être un problème bloquant déjà. Ensuite, la difficulté, c'est que les jeunes ne se lancent pas dans le métier de marin parce que pour des raisons d'éloignement de la famille, d'une part, et d'autre part, du fait des études quand même qui sont assez longues. Pas de souci pour l'Apetei Express, attendu courant juin, qui viendra remplacer l'Aremiti 5 aux îles sous le vent et conservera son équipage. Construit au Vietnam par une entreprise australienne, il s'annonce plus grand, plus rapide et promet des rotations plus fréquentes. L'Aremiti 5, c'était un navire qui était fait pour Moorea, qui a fait le job pendant 2 ans. Ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on s'est lancé, mais qui n'était pas parfaitement adapté à la ligne. Donc il a fait le travail, mais là on part sur un vrai outil fait pour. Alors il mettra 3 heures pour aller sur Huahine, au lieu de 3h45, voire 4 heures actuellement. Donc on gagne quasiment 1 heure, il fera 35 nœuds en navigation, ce qui est pas mal. Et on aura une capacité d'emport de 580 passagers. Un plus pour les habitants et prestataires des îles, plutôt satisfaits de voir arriver la relève. Ça va encore apporter plus de clients, j'espère. Et beaucoup d'Iliens, parce que ça aide en fait beaucoup d'Iliens à venir ici à Bora, et même dans les autres îles, à Huahine, Reatea et Taha aussi. Je pense que le tarif y est pour quelque chose, mais également certains ont la crainte de prendre l'avion, donc il y a ces deux choix. C'est une joie pour nous, les habitants des îles sous le vent, par rapport à nos étudiants qui vont à l'école à Reatea, à Tahiti. Déjà, ça permet à plus de monde de voyager entre les îles. Et en plus de ça, le prix est beaucoup plus attractif que de prendre l'avion. La concurrence s'organise. En dehors de l'Apetei Express, 3 nouveaux navires viendront renforcer la desserte des îles sous le vent d'ici 2025, dont celui de la SNP, prévu pour arriver ce jeudi à Papeete, en remplacement du Tapuro 7. Au chapitre santé, l'épidémie de Covid circule toujours en Polynésie en ce mois de mars. Le bureau de veille sanitaire fait état d'une augmentation des taux d'incidence et de positivité tout en restant à des niveaux bas. La multiplication de clusters de Covid dans un contexte épidémique de grippe A et B appelle à la vigilance. Il faut continuer à respecter les gestes barrières pour s'en prémunir. Les précisions du docteur Henri-Pierre Mallet au micro de Patita Savia. Ici, on a noté cette recrudescence il y a déjà plusieurs semaines, mais de façon très lente et peu marquée. Mais maintenant, elle est confirmée. On a une augmentation du nombre de cas toutes les semaines, qui reste bien plus faible qu'à l'époque des grandes épidémies, mais en même temps, on se teste moins. Il y a eu 66 cas confirmés la semaine dernière, aucune hospitalisation. Le sous-variant qui circule actuellement est plus contagieux
et n'est pas... il y a ce qu'on appelle un échappement immunitaire, c'est-à-dire que l'on n'est pas 100% protégé par les infections intérieures ou les vaccins intérieurs, et on ne peut pas être sûr de ne pas être réinfecté. C'est un nouveau petit sous-variant qui n'est pas plus méchant, mais qui est capable, autrement dit, de se faufiler. Il est plus contagieux et il attaque même si tu as déjà été protégé. Sachant qu'il y a également de la grippe qui circule en ce moment, ça ressemble beaucoup. Quoi qu'il en soit, ces personnes vont être malades et très contagieuses. Donc les principes toujours, lorsqu'on est malade, lorsque l'on tousse, lorsqu'on n'est pas bien, on s'isole, on évite d'embrasser tout le monde, on met un masque si on est très proche des autres. Ils se battent depuis le début de l'année pour préserver leur droit à la retraite. Les enseignants et le personnel de l'éducation continuent de se mobiliser contre la réforme nationale, même si la participation diminue au fur et à mesure des manifestations. Ces grèves ont un impact sur le bon déroulement des cours. À l'aube des épreuves du baccalauréat, les parents d'élèves commencent à voir rouge. On voit cela avec Chiquita Teiva et Marcel Bonneau. Félix est parent de 2 enfants de 3 ans et 10 ans. Leurs enseignants font partie des 30% de grévistes du premier degré. Après plusieurs semaines de mouvement social, il craint que ces enfants cumulent du retard dans leur scolarité, mais pas seulement. Comment va-t-on rattraper tous ces retards engendrés par maintenant bientôt 10 jours de grève d'affilée et c'est pas fini. Ils annoncent une grève la semaine prochaine. Heureusement que ce sont les vacances. Donc voilà, c'est difficile pour nous, parents d'élèves, de pouvoir caser nos enfants une fois par semaine. Membre de la Fédération des associations des parents d'élèves, Félix reçoit les plaintes de plusieurs parents, comme Hinavai, maman d'un garçon de 10 ans. Pour elle, pas toujours facile de s'organiser au dernier moment. C'est un souci en tant que parent, car il faut s'organiser, il faut pouvoir anticiper, de pouvoir trouver une personne pour pouvoir garder mon enfant. On te prévient la veille pour le lendemain, donc c'est problématique. Et surtout que ça devient un peu très souvent, donc c'est fatigant. Sur les 3400 enseignants, plus de 40% ont suivi la grève dans le premier degré et 15% dans le second degré. La DG2E rassure, les élèves ont des cycles de 3 ans qui permettent aux maîtres de remettre à niveau leurs acquis. On fait tout pour que ça n'impacte pas. J'ai une énorme confiance dans les enseignants, ils ont une très grande conscience professionnelle, ils veulent que leurs élèves réussissent. De toute façon, c'est eux qui auront les élèves à prendre en charge au cours des semaines, des mois et années qui viennent. Et par conséquent, ils vont faire en sorte que les élèves, à l'issue de leur scolarité primaire, maîtrisent bien tout ce qu'ils doivent maîtriser. Le syndicat des enseignants annonce d'autres actions à la rentrée prochaine. Du côté des parents, on essaye tant bien que mal de s'organiser, voire même de s'entraider au sein de certaines APE. Et nous poursuivons avec de la politique, avec notre page spéciale. C'est un sujet qui vous concerne, peut-être vous qui aviez du mal à accéder à la propriété, faute de foncier disponible ou à cause de l'inflation immobilière. Entre 10 et 15 000 Polynésiens seraient en attente d'un logement selon les professionnels du secteur immobilier. Le président de la Chambre des notaires va même plus loin et regrette le manque de prise de décision des autorités. Nicolas Suir et Patita Savea. Il manquerait entre 10 et 15 000 logements en Polynésie française. Or, le gouvernement n'en propose même pas 300 chaque année. La faute au manque de foncier et également à une absence de volonté politique ferme d'aider les Polynésiens à accéder à un logement. Les besoins en logement ne sont pas fournis et d'autant plus que les gens ne peuvent pas se loger en périphérie. Donc ça crée de la concentration urbaine et donc du coup les prix continuent de monter parce qu'il n'y a pas de logement accessible à des prix corrects. On est dans une situation vraiment dramatique d'absence de logement en accession à la propriété et d'absence de logement en matière locative. Donc les solutions existent. Le gouvernement a commencé à mettre en place la fiscalisation locale de type logement intermédiaire. Nous, ce qu'on aimerait dans le meilleur des mondes, c'est que ce dispositif aille sur ce qui existait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire développer le logement social intermédiaire loyer modéré pour toucher vraiment tout le panel de clients polynésiens. Vu la cherté de la vie, le gouvernement pourrait mettre en place des prêts à taux zéro, comme cela se fait en France. Et bien évidemment, il faudrait s'attaquer plus encore à la sortie d'indivisions qui concernent 57% des terres.
Le modèle corse semble très efficace. Malgré les besoins de logement, certains projets immobiliers font l'objet de protestations. Leurs opposants soulignent leur aspect surtout économique. Il faut que ça respecte surtout en fait, les 3 piliers du développement durable, du coup à savoir l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental, et que tout projet immobilier du coup doit se faire en accord avec ces trois piliers qui sont vraiment importants. On voit que du coup depuis quelques années là, il y a certains projets immobiliers qui voient le jour et qui respectent pas forcément, qu'il n'y a pas forcément d'équilibre entre ces 3 piliers et que c'est souvent l'aspect économique qui prime. En attendant que le foncier se libère, il faudrait peut-être songer à construire des immeubles plus hauts et mettre en place des transports en commun dignes de ce nom pour éviter la surpopulation chez l'habitant et la promiscuité. Et on en parle avec notre invité, Tepoara Yorana. Yorana Ayata, Yorana à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci d'être sur La Première. On vient de l'entendre, la situation est dramatique. On pourrait accuser le Covid, l'inflation, l'offre qui est inférieure à la demande, mais aussi le manque de volonté politique, comme le prétendent les professionnels du secteur. Alors bien entendu, je vais m'inscrire en faux avec ce que je viens d'entendre, parce que lorsque j'entends qu'il n'y a que 300 logements qui sont produits annuellement, moi j'ai des chiffres qui sont totalement différents, puisque depuis 5 ans, nous avons donné la possibilité à 10 000 personnes de se reloger. Si je dois donner par exemple des chiffres de la construction au PH, nous avons construit 2300 maisons au PH, nous avons sorti de terre 14 résidences sociales, qui a permis donc d'offrir 455 logements, comparativement à des années précédentes où il y en avait 3 fois moins, voire 10 fois moins en ce qui concerne les logements au PH. Nous avons également beaucoup travaillé sur un schéma d'aménagement général donc de la Polynésie, à l'intérieur duquel il y a un schéma directeur par rapport au logement. Nous avons voté à l'Assemblée de Polynésie française la possibilité justement pour des agences privées de pouvoir investir dans le logement social, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, la défiscalisation, donc on essaie de penser à tous les panels. Et dans notre programme également, nous avons prévu des dispositions pour, par exemple, prendre en charge les frais notariés pour les premiers acquérants ou les jeunes acquérants. Et puis également donner des possibilités financières plus généreuses et surtout, mettre à disposition des terres pour la construction de logements intermédiaires. Le pays dispose de terres, donc de terres domaniales. Les mettre à disposition de construction permettrait, lorsqu'il y a l'achat de la propriété en question, de ne pas payer le prix du terrain, mais uniquement le prix du logement. Mais est-ce que ces mesures répondent à l'urgence, selon vous ? Oui, de toute façon, en ce moment, nous avons énormément de projets qui sont en cours. Récemment, nous avons mis la première pierre d'un projet de 100 logements individuels du côté de Tayarapu Est, à Haïti plus précisément. À Paea, en ce moment, nous avons un programme de logement qui est lancé depuis quelques mois pour 80 logements. Il y a des investisseurs privés donc, qui sont intéressés justement par du logement intermédiaire grâce à la défiscalisation, je le répète. Donc, énormément de projets sont en cours. La construction est également victime des événements extérieurs, la guerre en Ukraine, etc., la Covid a des impacts sur la fourniture en matériaux. Les projets sont là, mais effectivement, la rapidité d'exécution ne suit certainement pas à cause de tous ces éléments extérieurs. Mais justement, lorsque le Tapura a été élu en 2018, il a activé le plan 3000 logements sur les 3 ans, soit 1000 logements par an. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, en tout, ce sont un peu plus de 2600 logements qui ont été livrés depuis 2018. En clair, l'objectif n'a pas été atteint. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus. Entre 2800, vous m'avez dit le chiffre. Plus de 2600. Plus de 2600. En PH et logement locatif. 2700 et 3000, il n'y a que 300 qui n'ont pas été réalisés. L'objectif est quasiment atteint. Sur 3 ans. Mais c'était indépendamment de la crise Covid, comme je viens de le rappeler. Si nous avions pu bénéficier des matériaux qui arrivent à temps, que nous n'avions pas eu toute la suspension qu'on a connue dans la fourniture de matériaux par rapport à la Covid, nous aurions certainement été dans les temps. Et est-ce que le prêt à taux zéro pourrait être une piste selon vous ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des pistes qu'on pourrait explorer pour donner un coup de pouce justement à nos logements intermédiaires, parce qu'on a beaucoup fait pour le logement social, on continuera à en faire, mais on n'oublie pas le logement intermédiaire, donc pour les classes intermédiaires où le couple travaille, ou un bon salaire, mais qui a quand même du mal à accéder à la propriété. Donc là aussi, on a bien entendu l'appel de ces ménages-là et on envisage énormément de possibilités pour ces ménages en particulier. Vous parliez tantôt de la prise en charge des frais de notaire pour les jeunes ou primo-acquéreurs. Comment est-ce que vous financez cette mesure ?
Bien évidemment avec le budget du pays, hein, ça va être donc prévu dans les possibilités de dépenses du pays. Nous avons un budget consacré justement à l'accession au logement. Comme tout à l'heure, on parlait de l'indivision. Là aussi, depuis 5 ans, nous avons mis en place 467 millions pour sortir justement des milliers de familles de l'indivision, pour permettre justement à chacun d'avoir une terre pour pouvoir construire. Mais au niveau du budget, nous avons ce qu'il faut, nous avons les réserves nécessaires pour pouvoir accorder ces aides. Merci beaucoup, Tipwaro Iter d'avoir répondu à nos questions. Merci. Silence, ça tourne pour les 7 têtes de liste en lice pour ces élections. Ces modules de campagne réalisés par France Télévisions se font en collaboration avec des professionnels de l'audiovisuel locaux. Et c'est l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui fixe les règles concernant les conditions de tournage et de montage des clips de campagne. Elle fixe aussi la durée maximale pour l'enregistrement et pour le montage des séquences. Ce matin, Hayoura Lever a réalisé un module de 2 minutes, suivront dès demain les autres candidats. Eric Loosevelt nous en dit plus au micro du Berliao. C'est un plateau qu'on met en place pour un mois, un plateau itinérant, éphémère, qu'on essaie de déplacer d'outre-mer en outre-mer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, on essaie de mettre en place la même structure de décor, de manière à ce que les politiques des différents territoires aient exactement le même plateau, bénéficient du même éclairage, de la même qualité technique, du même environnement technique et humain, pour faire en sorte que la campagne soit une campagne qui soit à l'égal de ce qui se fait en métropole, avec la même qualité technique qu'ils sont en droit d'exiger. Ces clips seront diffusés sur Polynésie la première télé, à radio et Internet du 3 au 13 avril. Et nous accueillons notre second invité, Taputufa Ana Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Ce soir, avec vous, nous allons parler logement aussi. Hauma Ohi prévoit la construction de 10 000 logements en 5 ans. Le Tapura au pouvoir en a construit près de 3 000. Est-ce que c'est de la démagogie ou vous avez une recette que le Tapura n'a pas? Voilà, en fin de compte, ce n'est pas de la démagogie, c'est vraiment des solutions qu'on veut mettre en place. En fin de compte, aujourd'hui, quel est le gros souci pour que le Tapura n'arrive pas à faire 1000 maisons par an? Il y a peut-être un souci de patrimoine, de foncier, mais c'est plus un souci de compétences pour les personnes pour faire. Aujourd'hui, il manque d'électriciens, il manque de plombiers, il manque d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les maisons, quand les maisons sont données à un entrepreneur pour construire, on lui donne 15, 20, 30 maisons. Comment tu peux faire 15, 30 maisons en peu de temps? Alors que si on avait un peu plus d'entrepreneurs, on aurait pu partager ces maisons-là sur ces entrepreneurs pour que plus de maisons puissent se construire. Donc pour vous, c'est un problème de main-d'œuvre et d'entreprises qualifiées dans le domaine? Voilà, pour nous, si on regarde ça, parce que nous, comme tu disais tout à l'heure, on pense nous mettre en place sur les 5 ans 10 000 logements. Donc, en faisant des analyses, en allant chercher un peu quelques infos, on s'est rendu compte qu'il y a un souci de compétences, il y a un souci de main-d'œuvre, il y a un souci parce que aujourd'hui, quand je parle de logiciel, c'est le système. C'est le système qui a toujours existé depuis plusieurs années. Le Tahouera est venu, le Tongsang est venu, le Tavni est venu, aujourd'hui c'est le Tapura. Ça a toujours été la même chose. Mais c'est un problème de foncier aussi. Il y a sûrement peut-être un problème de foncier, mais le pays a beaucoup de terres domaniales. Il y a beaucoup de fonciers. Donc comment vous, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous rétrocédez, vous confiez ces terres aux habitants? Voilà, donc quand on va arriver au pouvoir, il y a aussi des négociations à faire avec l'État par rapport à ça, pour que l'État nous aide là-dessus. Donc, il y a des négociations à faire. Aujourd'hui, quand j'entends nos émissions-là, on nous dit qu'il y a eu 300 maisons de fait cette année. Le Tapura dit non, on a fait plus de 2600 maisons sur... 2600 logements, voilà, incluant les farés au péage. Après, je n'ai pas tous ces chiffres-là. Ce n'est pas tous ces chiffres-là, mais les chiffres que vous donnez, vous avez bien été chercher ces chiffres-là pour trouver 300 maisons. Donc, où sont les autres maisons? Donc, quand j'entends, là-bas, on a posé la première pierre, là-bas, on a posé la première pierre, oui, mais c'est que des projets. Donc, mais l'exécution de ces maisons-là n'ont pas été faites. Donc, est-ce que c'est du tape à l'œil? Est-ce que c'est vraiment ça? Et 10 000 logements en 5 ans en trouvant des entreprises qualifiées donc... Nous, aujourd'hui, quel est le souci? Aujourd'hui, on n'a pas d'observatoire au niveau de l'emploi.
L'Observatoire au niveau de l'emploi va nous dire quel est le manque, quel est le besoin du pays. On manque de plombiers, on manque d'électriciens, on manque de menuisiers. Mais tout ça, une fois qu'on a tous ces données, eh ben, on lance auprès de nos jeunes qui ne travaillent pas. Voilà ce qu'on peut vous donner. Vous pouvez vous former, le pays prendra en charge la formation pour que dans 6 mois, dans 1 an, vous puissiez trouver un travail. Et avec ça, donc, on pourra faire plus de maisons que le Tapuro. Très rapidement, pour le foncier, Haouma Ohi veut inscrire dans les accords de l'Élysée que les terres ne soient plus vendues mais louées. Tout à fait. Est-ce que vous parlez des étrangers en incluant les métropolitains? Plus les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'étrangers, ce n'est pas les Français. Hein, vous avez des chiffres sur les terres qui sont vendues aux étrangers? Ce n'est pas des chiffres exacts, mais il y a quand même beaucoup de terres. Juste pour vous dire, là où j'habite, dans mon quartier, ma fille a voulu acheter un terrain. Ce terrain-là, au niveau de l'agence immobilière, a été « OK, c'est réservé ». Et finalement, quelques semaines après, le terrain a été vendu à un Français. Merci beaucoup, Taputu Fana. Vous aurez l'occasion de revenir sur votre programme puisque juste après ce journal, Polynésie la Première vous propose une nouvelle soirée de débat à suivre en direct également en radio et sur Internet. Dernier réglage technique en plateau. Ce soir, place au candidat de la section 2 des îles du Vent qui correspond à la zone rurale de Tahiti. Lucille Guichet, vous êtes dans les loges avec les premiers invités. Quels sont les enjeux ce soir ? Oui, section importante qui pèse dans la campagne puisque 3 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée. Ce soir, nous recevons les candidats qui pensent être en position éligible. Nous parlerons ce soir de vie politique, de vie publique, exemplarité des élus, constitution des listes, quel parcours, quel CV lorsque l'on vise les plus hautes instances du pays. Et puis, en deuxième partie de soirée, nous parlerons des transports, embouteillages et transports en commun sur cette zone de Tahiti. La route traversière également qui revient comme un serpent de mer. Et puis les transports maritimes, fret et passagers, leur vision, leur projet pour les 7 listes en lice. Tout de suite, après ce journal, débat en tahitien avec Hiata Buluk et ses invités. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 20h40. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Et avant de clore cette rubrique, demain, Tauhiti Nena et Vatia Heller détailleront les grandes mesures de Haouma Ohi dans votre émission L'Invité Café. À leur côté aussi, Maxime Hawata de Heyura Liver et Pauline Niva du Tavinihuir Atira. Et c'est ainsi que se referme cette page spéciale. Un super totem pour de super enfants. Au CHPF, l'outil attire le regard des curieux depuis hier et interroge, car derrière ces couleurs vives se cache un objectif bien précis, à faciliter la mise en place d'exercices physiques, notamment pour les enfants atteints de cancer. Il est le 3e outil offert à un hôpital par l'association Hope Team East. On voit cela en images avec Rowan Potoru et Ar-Ihwetif Afana. C'est la star du jour, ce totem ludique et sportif offert aux enfants du service oncologie du Taoné. Pour les 6 rameuses du Cap Optimiste, c'est un outil efficace pour favoriser l'activité physique chez les patients. Les bénéfices sont prouvés, l'état de santé des malades s'en trouve amélioré. Il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont prouvé et démontré que l'activité physique avait de réels bienfaits sur le corps, mais également dans la tête, pour reprendre confiance en soi et pour même diminuer les effets secondaires des traitements. Pour les professionnels de santé, c'est un plus non négligeable dans l'arsenal existant pour aider les malades dans leur combat au quotidien. Les activités ludiques proposées stimulent facilement l'envie de se dépenser physiquement. Ça leur donne peut-être envie de reprendre l'activité physique parce que ça diminue en fait les risques de récidive, de reprendre un peu. On sait que le sport aujourd'hui diminue le risque de récidive de cancer. C'est important d'emmener nos patients vers l'activité physique. On va pouvoir réaliser des exercices d'amplitude, de renforcement. Autre spécificité également, le totem est mobile. Chaque patient pourra donc l'utiliser à sa manière dans sa chambre. Les déplacements sont réduits. Des programmes sont à disposition pour faciliter au mieux l'apprentissage de cet outil performant.
Il faut réfléchir, main droite, main gauche. Voilà, les traitements nous perturbent un petit peu. Donc là, voilà, on retravaille tout ça tout de suite. Et c'est vraiment, ça a été prouvé par des études, que l'activité physique dès le début des traitements est primordiale. Le totem est sur roulette, donc on peut déplacer les activités à même les chambres. Ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer, ceux qui sont trop fatigués, ceux qui ont des perfusions, ceux qui sont en traitement lourd, on peut amener les activités à même leur chambre. Aucun doute, ce totem permettra d'accompagner les enfants souffrant de cancer dans le maintien d'une pratique physique régulière, un projet financé conjointement par le ministère de la Santé et l'Institut du cancer en Polynésie française. L'information principale de ce journal, ça bouge du côté du transport maritime. D'ici 2026, 9 navires seront mis en service, sauf que les armateurs s'attendent à faire face à un manque d'effectifs. Ce ne sont pas moins de 120 membres d'équipage qu'il faut trouver pour armer ces nouveaux navires. C'est inquiété un des armateurs. Merci de votre fidélité. Sachez que demain, votre émission Farema Ouhi vous propose une édition spéciale Cirque de Samoa. Ce sera à partir de midi. Très belle nuit et à demain. On se quitte en musique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.